L'actualité à la une ce soir, le cimetière municipal de Waïguia en feu ce samedi. Des dégâts ont été limités grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers. La cause de l'incendie n'a pas encore été identifiée. Les images dans ce journal. Le mandat des commissaires de l'UEMOA prorogé de 6 mois. C'est l'une des décisions du 19e sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine tenu à Cotonou. Le président Alassane Ouattara prend la présidence en exercice. Le président Kaboré, qui était sur place, a aussi participé au sommet de l'autorité du bassin du Niger. Il faut faire plus pour que les Burkinabés bénéficient de la production minière. C'est la conviction du réseau national pour la promotion des évaluations environnementales. Les membres ont rencontré la presse aujourd'hui. Bonsoir à tous et merci de suivre les 20h de la télévision du Burkina. Cette scène inimaginable à Waïguia, le principal cimetière de la ville, a pris feu ce samedi. En entendant une enquête pour situer les responsabilités, plusieurs pensent à l'action d'un malade mental. L'intervention des soldats du feu a permis de limiter les dégâts. Sur place, le constat de Irénée Kaboré et Belema Hermantoé. Cimetière municipal de Waïguia. Voici ce qui en reste ce samedi 9 janvier, lorsque nous quittons les lieux aux environs de 12h30. Un incendie est la cause de ces désastres qui vient troubler le sommeil des illustres disparus. Alertés, les sapeurs-pompiers de la ville, malgré leur efficacité et parfois même avec l'aide de la population, n'ont pas pu contenir la colère des flammes. Certains riverains accusent un fou, tandis que d'autres justifient l'incendie par des pneus brûlés à la recherche du fer. Ce cimetière a pourtant été clôturé en 2014 afin d'accorder plus de protection aux tombes qui s'y trouvent et aussi pour le respect de l'âme des disparus. Mais hélas, ces alentours sont devenus de véritables dépotoirs. Alassane Ouattara est le nouveau président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est l'une des principales décisions du 19e sommet tenu hier vendredi à Cotonou au Bénin. Le sommet décide de prolonger le mandat des commissaires de 6 mois ainsi que du président de la commission. Les chefs d'État ont en revanche décidé de rappeler les magistrats de la Cour de justice de l'espace monétaire. Jean-Eudes Bayala, Godefroy Bazier. À Cotonou, les chefs d'État et de gouvernement ont donné une sorte de lenga aux commissaires et au président de la commission de l'UEMOA. Leur mandat a été prorogé jusqu'au prochain sommet qui verra le Niger prendre la présidence de la commission. Ce consensus trouvé, toutes les autres questions étaient moins délicates à traiter. La présidence en exercice de la conférence des chefs d'État a été confiée à Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Les chefs d'État ont adopté de nombreuses mesures allant dans le sens du renforcement du processus d'intégration à travers la mise en œuvre de chantiers. La crise que traverse la Cour de justice de l'UEMOA depuis 2 ans a été évoquée et les propositions émises par un haut comité mis en place ont été adoptées par la conférence. Les chefs d'État ont décidé d'assumer leurs responsabilités en rappelant, je dirais, tous les magistrats qui avaient été désignés à cette Cour de justice et en procédant à leur renouvellement. Je pense qu'il est inadmissible que des dossiers traînent au niveau de cette Cour, n'ait pas de solution. Il est inadmissible que des magistrats eux-mêmes ne respectent pas leurs textes et se mettent dans un mouvement qui paralyse l'organisation depuis 2014 pratiquement. Et de ce point de vue-là, en tout cas, les chefs d'État ont été fermes là-dessus et je crois que nous avons signé un acte qui doit permettre de changer tout ce qui était là-bas et permettre à l'institution de jouer son rôle. La stabilité financière dans l'Union et la réglementation du secteur de la monnaie électronique ont été passées au peigne fin. L'UEMOA a lancé une étude sur la rationalisation des institutions de l'Union monétaire ouest-africaine. Ces études sont en cours, ne sont pas encore terminées. L'objectif étant de réduire les dépenses et les charges que chaque État porte pour supporter l'UEMOA. Donc, ces études étant en cours, nous avons eu à faire simplement un point à mi-parcours du travail qui est fait par les experts
Et ce travail sera terminé pour le mois de février, le temps de permettre à ce que, effectivement, nous puissions prendre des décisions. À Cotonou, la sous-région s'est félicitée des processus électoraux qui sont déroulés de manière satisfaisante au Togo, en Côte d'Ivoire et au Burkina. Au cours de ce sommet, le Burkina Faso a été beaucoup salué, tant du point de vue de sa transition que du point de vue de l'élection transparente qui a été organisée. Et ce qui est une fierté, en tout cas pour notre pays. Cette première sortie a permis au président Roch-Marc Christian Kabore de défendre sa vision des mieux-être des peuples. Après ce sommet, les chefs d'État se sont rencontrés dans l'après-midi, cette fois pour le 11e sommet de l'autorité du bassin du Niger. Idriss Déby Itno du Tchad, Mamadou Bouhari du Nigeria les ont rejoints. Au menu, prendre des décisions pour sauver le fleuve Niger. Jean-Eudes Bayala, Godefroy Bazier. Dans l'après-midi, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA ont été rejoints par les présidents tchadiens Idriss Déby et nigériens Muhammadu Bouhari pour examiner les moyens de sauver le bassin du fleuve Niger qui intéresse 9 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ce 11e sommet de l'ABN n'a pas lésiné sur les moyens humains et financiers en adoptant un plan opérationnel qui s'étend sur 10 ans. Ce plan opérationnel va nous permettre de réaliser des grands investissements sur le bassin. Donc il a été adopté et ce plan opérationnel, la nouveauté c'est qu'il intègre le PIC, c'est-à-dire le plan d'investissement climat que nous avons défendu lors de la COP21 à Paris. Nous avons avec l'ensemble des États membres de l'ABN élaboré le plan d'investissement climat. Mais il fallait, dans le cadre de l'opérationnalisation du plan stratégique, faire en sorte que le plan opérationnel et le plan d'investissement PIC ne soient pas deux documents séparés. Mobiliser plus de 4 000 milliards de francs CFA pour remettre à flot le fleuve Niger ne sera pas du tout repos. Un effort supplémentaire est demandé aux États membres de l'ABN pour une contribution de 10% du budget pour la réalisation de cet important investissement. Il faut réunir une réunion de bailleurs de fonds pour déjà discuter de ces questions. Mais il est prévu également que les États fassent un effort, puisque c'est un programme qui doit se dérouler de 2016 à 2024. Donc un effort de 10% doit être fait pour apporter la part des États à la contribution de l'exécution de ce programme. Nous avons dit qu'il était important quand même que nous regardions encore une fois ces montants que nous voulons apporter pour être sûrs que nous allons respecter nos engagements en la matière. Le secrétariat exécutif de l'ABN a été confié au Tchad et la présidence en exercice au président Muhammadu Bouhari du Nigeria. À Cotonou, l'Afrique de l'Ouest et du Centre a commencé 2016 par la prise de mesures énergiques pour relancer son économie. Au Burkina, l'aéroport de Donsin a trouvé des bailleurs, mais pour la mise en œuvre, les responsables évaluent le schéma directeur. Son objectif, réussir l'aménagement de la zone d'influence de l'aéroport. Gérard Sommet et Kadisanogo. Pour parvenir à une gestion durable d'un espace, il importe au préalable de l'aménager de façon cohérente, harmonieuse et intégrée. Conscient de ce principe, le gouvernement du Burkina Faso a entrepris depuis l'année 2000 le projet de construction de l'aéroport de Donsin. Dans le cadre de la réalisation de sa mission, la Direction générale de la maîtrise d'ouvrage de Donsin a entrepris l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et de développement durable de la zone d'influence de l'aéroport de Donsin. L'objectif visé par cette session est d'examiner et d'adopter le schéma directeur. Cela est d'importance parce que pour l'utilisation de notre territoire national, la loi prévu des schémas d'aménagement du territoire. Ces schémas doivent être en cohérence entre eux et les schémas de niveau inférieur doivent être conformes aux orientations des schémas de niveau supérieur. Donc la tâche aujourd'hui principale, c'est de s'assurer que les orientations de cet instrument qu'on va examiner aujourd'hui sont conformes aux orientations du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire, qui est le schéma fondamental au Burkina Faso. Les participants vont approfondir la réflexion sur la prise en compte des droits fonciers des personnes affectées par le projet et formuler des observations à même de garantir la cohérence et l'opérationnalité du schéma.
Politique à présent, l'Union pour le progrès et le changement analyse la situation politique nationale. Son secrétariat exécutif national était réuni ce samedi à Ouagadougou. Le parti du Lion dit être prêt à jouer son rôle d'opposition constructive, même pas une opposition systématique. Yacouba Gamene, Nyakiteda. À cette rencontre statutaire de l'année 2016 du secrétariat exécutif national de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, la vie du parti sera abordée de fond en comble. Il s'agira de faire des projections et tracer des sillons pour l'année nouvelle avec en ligne de mire, offrir une feuille de route résolument tournée vers l'avenir au parti. L'UPC se porte très bien. Vous savez bien que nous sommes un parti qui est très jeune, mais qui s'est construit dans le temps. Nous avons participé à une élection présidentielle et législative. Nous avons fait un très bon score au niveau des présidentielles. Nous avons fait un très bon score au niveau des législatives. L'avenir nous appartient. Nous devrons se projeter dans l'avenir, se donner toutes les chances de réussir, d'où la tenue de cette instance de notre parti. Le parti du Lion tient aux élections locales et la présente rencontre va permettre de baliser le terrain pour asseoir une stratégie nouvelle en vue du rappel des troupes en temps opportun. Parti d'opposition, mais une opposition républicaine, selon son président Zéphirin Diabré. La session de ce 9 janvier du secrétariat exécutif national du parti va également permettre d'analyser la situation politique actuelle au Burkina Faso. Et vous vous posez la question certainement, y a-t-il une frontière entre politique et syndicalisme? Non, pour l'Union d'action, l'unité d'action syndicale qui a tenu une conférence publique aujourd'hui sur la question. Kolai, Fabrice Nebier, Hortense, Evelyne Yelemo. La question du rapport entre syndicats et politique est évoquée très souvent dans bien de débats. Selon l'unité d'action syndicale, elle est évoquée sous forme d'accusation de cette conférence publique. Beaucoup d'acteurs politiques, quand ça ne les arrange pas, on les taxe de faire de la politique, mais quand l'action du mouvement syndical les arrange, ils se taisent là-dessus. Donc nous ne sommes pas dupes, il nous appartient également d'éduquer les militants, d'autant qu'il n'y a pas une très grande limite entre le parti politique et l'organisation syndicale. À la question de savoir s'il est interdit aux syndicats de s'intéresser à la politique, la réponse est non, car le syndicat a un rôle de veille sur les actions politiques. Le champ commun comprenait très bien que l'ensemble des mesures politiques qui sont prises ont un impact, qu'on le veuille ou pas, sur la vie des citoyens. Donc il appartient aux dirigeants syndicaux, à l'organisation syndicale, de se donner les voies et moyens, de s'éduquer, de faire en sorte à être à la hauteur de l'analyse critique de l'ensemble des décisions politiques qui sont prises et de mesurer l'impact sur les populations et prendre position. Et ce ne sont pas les participants à cette conférence qui diront le contraire. La leçon a été apparemment bien assimilée. Bon, j'ai trouvé que la conférence était bien, voilà, parce que ça m'a permis de replonger dans l'histoire et puis de comprendre ce qui s'est passé le 3 janvier 1966 avec Maurice Yamego. Le syndicat qui se dit qu'il ne fait pas la politique se trompe. Il doit bien évidemment faire la politique parce qu'il doit jouer le rôle de contre-pouvoir. En un mot clair, on peut dire qu'il n'y a pas de barrière entre syndicats et politique. Seulement qu'on invite les syndicats à faire de la bonne politique et non la politique politicienne pour soutenir un régime en place. Une chose est sûre pour Bassol Mabazi, conférencier, c'est un droit pour le syndicat de s'intéresser aux actions politiques. Mais le syndicat ne peut prétendre en aucun cas à un poste politique. Et dans sa mise en œuvre de la politique hydro-agricole au Burkina, le gouvernement a réalisé le barrage de Soum pour permettre les cultures de contre-saison. À Kokolo, la population y mène de la culture maraîchère. On y trouve de la tomate et bien d'autres légumes, mais le problème d'écoulement se pose avec acuité. Isaka Wedraogo, Dramandadia. Kokolo à l'aube. Adama Kafando est agropasteur. Et depuis la réalisation du barrage de Soum, il s'adonne également à la maraîchiculture. Une activité qui occupe la quasi-totalité des jeunes de Kokolo, son village, situé de part et d'autre du barrage. On profite du barrage pour la maraîchiculture. Nous produisons de la tomate, des oignons et même du gombo. Tout au long du barrage, des champs de tomates à perte de vue.
Des tomates prêtes à la récolte, mais l'écoulement pose problème. Nos tomates sont bien mûres, mais pas d'acheteurs. Des Ghanéens viennent parfois acheter, mais ce sont eux qui fixent les prix. Ça ne nous arrange pas, mais on est obligé de faire. L'écoulement pose vraiment problème. Nous demandons de l'aide. Pour les producteurs de Kokolo, cela s'explique par l'enclavement du village. Un seul producteur peut se retrouver avec plus de 100 caisses de tomates. Il ne peut donc pas les amener en ville à vélo. Autre préoccupation, ici la production se fait de façon artisanale, sans le moindre aménagement en effet. Chacun y mène son activité à sa guise. Donc, nous creusons des caniveaux pour l'irrigation. L'aménagement prévu n'est pas encore arrivé ici. Pas de grillage et nous sommes confrontés à la divagation des animaux. Un projet d'aménagement du périmètre irrigué du barrage de Soum est en cours. Le lancement est intervenu en mars 2009. Mais en attendant, le barrage est menacé d'ensablement par endroits et les maraîchers toujours à la poursuite de la ressource eau. Et pourquoi ne pas essayer les charrettes pour l'enlèvement de ces tomates à Dori? C'est le principal moyen de transport marchandises et souvent même des hommes. C'est une histoire d'habitude selon les témoignages recueillis sur place. Explication Amadou Ilboudo, Aboubakar Sagnon. Nous sommes vendredi, jour de marché de Dori. La gare routière et le grand marché de la ville grouillent de monde. Ici, pas besoin de chercher un taximan pour le transport des bagages et des marchandises. C'est une tâche réservée aux charretiers. Les charrettes, on les croise à tous les coins de rue, aux abords du grand marché, comme à l'intérieur de la ville. Tractées par des ânes, elles transportent tout. Les effets personnels, le bois de chauffe, les sacs de céréales, de fruits et de légumes, le foin et même les animaux. Les marchandises là, c'est pour la vieille qui est dans le marché. Elle s'appelle Inamokere. Et puis si j'amène ça au marché, je prends 200 francs. Je ne peux pas compter les voyages que je peux faire, mais je peux gagner par jour 4 000 francs ou 5 000 francs comme ça. Pour les clients, les raisons de l'utilisation des charrettes sont économiques. Mais je viens de quitter Aguarum comme ça. Bon, moi j'ai chargé mes bagages sur la charrette parce que bon, souvent les charretiers là c'est moins cher par rapport au tricycle là. Voilà. Comme ça, c'est combien par exemple? Bon, ça ne dépasse pas 300. Bon, ça dépend du prix que vous entendez quoi. Il peut dire 300 comme 400 ou 350. Pourtant, si c'est les tricycles là, ils peuvent te dire 1000 francs ou ils peuvent te dire 750. Les charrettes à Dori et ses environs sont aussi un moyen de transport des hommes. Une charrette ici, c'est un moyen de locomotion et un moyen de transport vraiment très sérieux. C'est ce qu'on a le plus même pour faire notre transport ici. Donc tous les villages qui sont jusqu'à 42 km ont des charrettes et la plupart du temps, le vendredi, ils sont à Dori. Sinon même à Dori, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait une seule maison où il n'y a pas une charrette. C'est un peu difficile. Selon les habitants de Dori, l'utilisation des charrettes comme moyen de transport des hommes et des marchandises existe depuis des centaines d'années. Et à les entendre, ce mode de transport n'est pas prêt à disparaître malgré la présence de moyens de transport motorisés. Si l'on peut reprocher aux charrettes d'être moins rapides et d'être encombrantes dans la circulation, elles ont l'avantage d'être un moyen de transport écologique car elles n'émettent aucun gaz à effet de serre, un plus pour l'environnement et la santé humaine. Oui, Aboubakar Sagnon, dans la capitale burkinabé, les charrettes servent aussi de moyens pour l'enlèvement des déchets, par exemple. Elles ont souvent servi au transport de sachets plastiques dont l'achat avait été organisé par le gouvernement. Une bonne idée qui n'a malheureusement pas été étendue à toutes les régions selon le collectif des collecteurs plastiques qui était face à la presse ce samedi. Adama Guiti, Amandine Lalsaga.
Les collecteurs de déchets plastiques non biodégradables tirent pleine satisfaction de l'opération d'achat des stocks de collecte. Mieux, ils félicitent le gouvernement burkinabé pour l'aménagement de centres de traitement de déchets plastiques dans les villes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Dori. Regroupés au sein d'un collectif d'associations, les collecteurs passent ici au pain fin les acquis du projet et relèvent les insuffisances. Il s'agit entre autres de la non-couverture de certaines zones de notre pays, notamment les Cascades, le sud-ouest et bien d'autres provinces qui n'ont pas eu la visite de ces acteurs de PSE. Ces zones citées n'ont connu jusqu'à ce jour aucune PSE. Dieu seul sait dans quel état se trouvent les stocks et la misère dans laquelle vivent les promoteurs et les femmes qui font la pré-collecte. Il y a également les stocks de déchets plastiques incendiés qui n'ont connu aucune suite à ce jour et les difficultés d'évacuation des stocks. Autant de préoccupations que nous tenons à porter à la connaissance des nouvelles autorités et de l'opinion nationale afin de parer au plus précis. Car ce sont des milliers de familles qui bénéficient des retombées de cette filière qui, du reste, contribuent énormément à la réduction du chômage. D'une durée de 3 ans, le projet national de gestion des déchets plastiques a été initié en 2014 dans le cadre des mesures sociales. Il vise la promotion des emplois verts et une valorisation sécurisée des déchets plastiques au Burkina. Dans l'actualité ce soir, beaucoup reste à faire pour que les Burkinabés bénéficient des retombées des mines. C'est l'analyse du réseau national pour la promotion des évaluations environnementales. Les responsables étaient face aux journalistes aussi ce samedi. Objectif, parler du nouveau code minier adopté en juin 2015 par le Conseil national de transition. Paul David Bambara, Evelyne Dabiré. 13 mines industrielles, 668 explorations minières, telles sont les exploitations actuelles du Burkina selon le RENAPE, le réseau national pour la promotion des évaluations environnementales. Et malgré ces potentialités, plusieurs problèmes du secteur minier entravent le développement du Burkina, comme la faible fiscalité, la faible part d'action de l'État, de même que des difficultés de mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale. D'où cette conférence de presse du RENAPE, afin d'attirer l'attention du nouveau gouvernement quant à la mise en œuvre effective du code minier révisé. Il faut reconnaître que cette nouvelle loi, c'est-à-dire ce nouveau code-là, le nouveau code n'est pas parfait. On ne trouve pas forcément toutes les réponses dans le nouveau code, mais c'est déjà un grand pas. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est déjà un début de solutionnement de nos problèmes. Donc ça contribue à résoudre pas mal de problèmes, mais la condition sine qua non, comme je l'ai répété, c'est que les textes d'application soient bien élaborés et effectivement mis en œuvre. Pour le RENAPE, les textes d'application du code minier devraient résorber les problèmes comme la fuite des capitaux miniers et la viabilisation des zones déjà explorées. Au-delà de cette conférence, ce réseau entend mener des sensibilisations et des plaidoyers afin que le secteur des mines soit effectivement une source de développement du Burkina. La société de distribution de gaz, Sodigaz, dispose d'une unité de production de gaz butane. Elle est située à Bazouli, à 20 km de Ouagadougou. Selon les responsables, elle a une capacité de remplissage de 50 tonnes de bouteilles de 12,5 tonnes et 3 de 12,5 kg et 3 kg. Les journalistes ont été invités à visiter le centre aujourd'hui. Daouda Ouattara et Solange Guigma. 50 tonnes de bouteilles de gaz butane de 3 kg et plus pourraient sortir quotidiennement de ce centre de remplissage mis en place par la société de distribution de gaz, Sodigaz, si le gouvernement donnait le feu vert pour son opérationnalisation. La raison avancée par le gouvernement pour ne pas autoriser cette production est le manque d'aide de stockage. Nous avons dit, comme vous avez pu le constater, cette unité, nous ne faisons pas de stockage. Les citernes se connectent directement et on remplit les bouteilles. C'est une unité d'appoint pour au moins soutenir la production qui est celle de l'État pendant les périodes de forte consommation. Et on profite aussi d'interpeller les nouvelles autorités qui viennent pour qu'elles puissent du moins jouer leur rôle pour que vraiment nous puissions mettre fin à la souffrance des populations pour avoir du gaz. Installé à Balolé, à 20 km de Ouagadougou, ce centre de production est doté d'un local technique en énergie, d'un poste de contrôle, d'un dépotage, d'un bâtiment administratif et de 8 postes de remplissage, dont 7 postes de 12, 6 et 3 kg à robinet et à vanne, fonctionnant sur un système pneumatique
avec les normes de sécurité requises. Nous sommes dans une zone quand même à risque. Donc nous avions évité tout autre système où il y a des frottements. Qui parle de frottement parle d'échauffement également. Donc voilà pourquoi on a priorisé le système pneumatique ici, où il n'y a pas de frottement, il n'y a pas d'échauffement pour le fonctionnement de nos différentes machines. Les coffrets que nous avions ici, c'est des coffrets typiquement anti-explosion qui nous aident vraiment à prévenir contre toute éventualité ici. Cette unité de production a été mise en place depuis juillet 2015 suite à la pénurie de gaz de décembre 2014 et janvier 2015 pour appuyer la production de la Sonabi. Et le ministère en charge de l'énergie explique ne pas être la structure qui délivre les permis et donc n'est pas responsable de la situation. Son rôle se limite à un avis technique selon le directeur général des mines. Nous l'écoutons. Je voudrais démentir les dires selon lesquels le ministère en charge de l'énergie ferait obstruction à l'ouverture du centre remplisseur réalisé par Sodigaz APC. Pour ce qui concerne le ministère en charge de l'énergie, cet avis technique porte sur la conformité des installations sur le plan de la sécurité industrielle. L'activité d'emplissage relevant jusqu'à cette décision du monopole de la Sonabi, des conditions pour le choix de site, la construction, le contrôle d'infrastructures d'emplissage, ainsi que l'exercice de l'activité d'emplissage par un privé et son contrôle par l'administration n'étaient pas définis et ne sont pas définis actuellement. Ainsi, le ministre en charge de l'énergie, à la demande de Sodigaz APC, a fait visiter par le BIMIGEV les infrastructures, a fait des recommandations dans un rapport qui a été communiqué à Sodigaz APC. Donc, pour ce qui concerne le ministère en charge de l'énergie, il a donné donc l'avis technique requis par l'autorisation délivrée par le ministère en charge de l'industrie et du commerce. Le directeur général de l'énergie sur des propos recueillis par Moussa Ouedraogo et Mounira Kéré. Au théâtre hier, il y avait À tout jamais. C'est une histoire de 5 hommes de différents continents condamnés à vivre ensemble dans l'au-delà. C'est une pièce d'un metteur en scène suisse proposée par le CITO, Nombakuda Arunamari. À l'affiche ce soir du CITO, le Carrefour international de théâtre de Ouagadougou, la grande première de la pièce À tout jamais. Nous sommes dans l'au-delà. 5 morts d'horizons divers avec des sentiments, leur goût de la vie et des croyances se retrouvent. Leur défi, s'affirmer et vivre ensemble. Moi, mon fils là, oui, tout le temps il veut porter les chaussures de ses grandes sœurs. Je l'en ai vite empêché. Le premier blanc là, il est assis. Moi je croyais que c'est un masque, alors que c'est un blanc. Il y a un autre qui est habillé en blanc là. Je crois que c'est un masque qu'on a recouvert de tissu, alors qu'il est vivant. Donc ça là, si je me souviens, ça me fait rire. Et je suis très content. Ces différents protagonistes, au parfum de l'actualité à tout point de vue, se trouvent pris au piège de leur propre système. Ce voyage initiatique dans l'univers des morts est un projet mis en route par 2 structures, le CITO et Cook Productions de la Suisse. Nous, on a imaginé notre au-delà avec ces hommes. Et naturellement, on a aussi voulu dire que l'homme actuel, c'est toujours lui encore qui gère toutes les choses politiquement, socialement, et peut-être aussi ça, il faut un peu changer. Roger Nidegger n'est pas à sa première expérience. Il a déjà coproduit plusieurs pièces de théâtre à Ouagadougou. À tout jamais est à découvrir aussitôt jusqu'au 23 janvier. Et la revue des hebdos cette semaine est consacrée au journal du jeudi. L'hebdo revient sur la majorité formée à l'Assemblée nationale et l'avenir des dirigeants de la transition. Sibidi Issa Lankwande. Le journal du jeudi revient sur la question de la majorité présidentielle formée par le MPP et ses alliés à l'Assemblée nationale. Une majorité complexe, affirme Gigi, du fait de l'hétéroclisme de ses acteurs. Si elle vise à conférer au président Roch les clés du plein exercice du pouvoir, cette majorité aura cependant besoin d'être surveillée comme du lait sur du feu, lance l'hebdomadaire satirique, tant il sera difficile de trouver le bon équilibre entre les partis formant son socle. Pour que la majorité ne soit pas des plus instables, il n'y aura pas mieux que Salif Diallo pour concilier les positions et trouver un terrain d'entente. L'homme est connu pour être un fin politique et dans un contexte où les alliés ne voudront pas perdre leur âme en accompagnant simplement le MPP dans la gestion des affaires, Salif Diallo devra user de ses talents pour maintenir cette majorité et pour arrondir les angles au profit de son camp.
Cela passera aussi peut-être par la participation des alliés au gouvernement. Le nouveau Premier ministre est attendu sur la question pour des actes forts à même de marquer la rupture d'avec l'ancien système et de poser les bases de l'espérance nouvelle. Autre sujet dans les colonnes de Gigi, quelle destination pour le trio KZS, des initiales des principaux acteurs de la transition politique qui vient de s'achever. De l'avis du dromadaire, leur CDD ayant expiré, chacun d'eux a le loisir de se trouver d'autres champs de tir professionnels. Quel point de chute pour Kafando, Gigi croit savoir que l'homme le voirait du côté des nouvelles autorités, auprès desquelles il s'est dit disposé pour accompagner en cas de besoin. Que dire de Yacouba Isaac Zila, l'ancien Premier ministre? Diplomatie, politique, mécénat ou tout cela à la fois, s'interroge Gigi. Le dromadaire dit être certain que le général 3 étoiles n'a aucune envie de retourner dans les casernes. Quant à l'ancien président du CNT, Chérif Sy, on attend également de connaître son point de chute. Et nous, on chute là ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTB. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Jacques Lamissa Tarpaga pour la dernière édition.